Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre tribune, votre émission hebdomadaire Libre avec un livre. C'est un rendez-vous, comme je l'ai dit, hebdomadaire qui donne la parole à un auteur afin d'aborder le contenu de son ouvrage. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un auteur assez singulier, avec un ouvrage aussi tout aussi singulier. Le titre de l'ouvrage de cette fin de matinée, c'est « La motivation et l'engagement des personnels dans l'administration publique et les entreprises privées au Bénin ». C'est une étude en réalité commanditée par le Conseil des investisseurs privés au Bénin sous la direction du professeur Dodia Mouzovi, qui est enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi au département de sociologie et anthropologie précisément. Alors c'est un ouvrage qui met en lumière un peu, je dois dire, l'état d'esprit des travailleurs, qu'ils soient du domaine public comme du domaine privé, par rapport à la question du développement, en réunissant justement les éléments fondamentaux pour conduire le Bénin à cette question donc de développement. Et donc nous avons pour discuter de ce livre et de son contenu, le président du CIP Bénin. Il s'agit de M. Roland Ribou. Monsieur Ribou, bonjour. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder cette entrevue par rapport à cet ouvrage-là. Je rappelle encore le titre, La motivation et l'engagement des personnels dans l'administration publique et les entreprises privées au Bénin. C'est une enquête, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Qu'est-ce qui a motivé le CIP Bénin à engager une telle démarche? Bien, je suis venu au Bénin en 1996 donc pour créer cette société Fluidor Bénin qui actuellement s'occupe d'à peu près 200-250 personnes à l'usine, plus quelques personnels dans le commercial, l'administration, etc. Et donc j'ai eu l'occasion pendant un quart de siècle d'observer le comportement des collaborateurs. Bon, bien entendu également, dans la mesure où je dois interagir avec l'administration, j'ai eu l'occasion d'observer le comportement de l'administration à différents niveaux, donc du sommet, je dirais un peu à la base. Et ma frustration, ça a été de voir que pour un pays qui a un potentiel extrêmement important, mais finalement ce potentiel n'est pas vraiment utilisé par les entreprises ni par l'administration du fait de personnel qui ne s'implique pas vraiment dans les tâches qui leur sont confiées. Et quand on lit l'ouvrage, on a un profil d'employeur, qu'il soit du public ou du privé, qui n'est pas tellement à son avantage, qui n'est pas tellement reluisant, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que intrinsèquement, l'employé a un problème au Bénin. Écoutez, bon, il faut relativiser. Il est vrai qu'on a fait une enquête récemment en France. On s'est aperçu que seuls 7% des collaborateurs des entreprises étaient motivés dans ce qu'ils faisaient. Donc, ce qui veut dire que 93% viennent au travail pour le salaire, si vous voulez. Ce qui est pas extraordinaire. Donc, ça, c'est la France. Bon, ici, effectivement, il y a une constatation un petit peu similaire. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui arrivent vraiment à s'impliquer dans les tâches qu'ils font, qui pensent qu'ils ont une mission, qui pensent qu'ils doivent rendre un service à la société, à la clientèle, aux usagers, etc., finalement est assez limité. C'est un peu frustrant. On en arrive à un profil, je dois dire, d'employé, de sorte qu'on a l'impression que visiblement c'est le seul élément de la chaîne qui ne permet pas à la machine de tourner véritablement. Est-ce que quelque part le travail ne manque pas quelque chose quand il ne met pas l'accent sur le cadre du travail et surtout, je dois dire, le profil de l'employeur lui-même? C'est une excellente question, je dirais. Puisqu'effectivement, l'un des problèmes de toutes ces affaires de coulage, d'arriver en retard, de ne pas faire le travail qui est demandé, relève aussi de l'absence de procédures, discipline, etc. au niveau des employeurs. Mais ceci dit, quand j'en parle de l'employé, à la limite, si vous voulez, un PDG qui est payé salarié par donc la structure, par les actionnaires, par le conseil d'administration, pour moi c'est aussi un employé et il entre dans cette chaîne de dysfonctionnement, si vous voulez. Donc je ne fais pas d'ostracisme en disant, bon, d'un côté il y a ces pauvres patrons qui d'un côté réclameraient du travail, et de l'autre côté des employés qui disent ben non, on fait le minimum syndical, si vous voulez. C'est pas ça. En réalité, le problème est effectivement beaucoup plus complexe, puisqu'il implique toute une chaîne
depuis beaucoup de chefs d'entreprise, mais également de ministres, de responsables de département, qui n'exigent pas de leurs employés ou fonctionnaires sous leurs ordres le service nécessaire. Comment vous trouvez le cadre du travail, qu'il soit privé ou public? Comment vous le trouvez, vous qui avez fréquenté ces deux milieux? Bon, le cadre de travail, c'est celui d'un pays qui se cherche, d'un pays qui veut émerger. Donc c'est vrai que les conditions ne sont pas forcément idéales, ni dans l'administration, où on voit effectivement des bureaux qui sont un peu désorganisés, pas toujours des bâtiments confortables, c'est vrai. Mais d'un autre côté, vous pouvez regarder d'autres pays dans d'autres horizons, comme par exemple, imaginons la Malaisie à une certaine époque, la Corée et autres, où les conditions de travail, j'imagine, n'étaient pas reluisantes. D'ailleurs, moi, j'ai cette image, j'ai vécu en Thaïlande, hein, j'ai cette image des chefs d'entreprise chinois de Thaïlande, donc des Thaïlandais, mais enfin d'origine chinoise, qui vivaient dans des environnements qui étaient tout sauf modernes, si vous voulez, des endroits très modestes. On arrivait chez eux, c'était un petit bureau sans prétention, mais ces gens maniaient des milliards derrière. Donc oui, c'est vrai, il n'y a pas forcément un cadre de travail qui soit tellement agréable pour qu'on y travaille bien, mais d'un autre côté, il y a la tâche, et puis il y a la situation de l'entreprise, du pays, du ministère dans lequel on évolue, et il faut faire avec. Alors on a aussi, au-delà de ce cadre matériel, on a que le rapport employeur-employé est d'une nature donnée que cela ne favorise pas forcément le travail. Je ne sais pas si c'est votre avis. On a l'impression qu'il y a d'un côté les patrons qui sont au perché et qui ne vivent pas forcément les mêmes conditions, les mêmes réalités que les employés qui doivent se contenter d'exécuter des ordres. Est-ce que c'est votre avis aussi? Bon, vous avez 1000 situations et 1000 problématiques. Vous avez effectivement une entreprise familiale où, par définition, on va favoriser justement les parents qui ont été embauchés et forcément les salariés vont se retrouver dans une position inférieure sans grande perspective de carrière. Donc effectivement, ça peut susciter des comportements. Vous avez d'autres situations où bon, les gens sont là pour une période et puis, imaginons un ministère ou autre, donc les gens sont de passage. L'administration, elle va rester et ça peut générer aussi des comportements, celui qui est à la tête en profitant pour caser quelques-uns de ses parents, frustration, etc. C'est exact, oui, bien sûr, c'est pas idéal, c'est un pays comme ça. Mais j'ai remarqué une chose, je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, la propension des Béninois à développer des entreprises unipersonnelles plutôt que des collaborations, que ce soit des entreprises familiales, etc. Est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Bon, oui, on a compris pourquoi. Ça, c'est facile, au moins, hein, on a l'expérience, on sait ce que c'est. C'est cette méfiance qui existe entre chaque Béninois, tout Béninois par rapport à d'autres, y compris par rapport à sa famille, et de temps à autre, souvent à juste titre. C'est un héritage de la période de la traite, apparemment, ça a été étudié par le professeur Wancheko, qui effectivement a vu que, par exemple, sur la route des esclaves, donc entre Abomey et Ouida, il y a 2 siècles après, vous avez une méfiance maximale, et quand on s'éloigne de cette route, la méfiance diminue un peu, mais il n'en demeure pas moins que c'est un souvenir traumatisant qui effectivement fait que les gens ne font pas confiance les uns les autres. Et la vérité, c'est que s'ils se font confiance, ils ont tort parce que le plus souvent, il se passe quelque chose qui n'est pas agréable. C'est quand même assez dommage, à la fois et surprenant, parce qu'il y a quand même beaucoup d'années qui sont passées et les générations se sont succédées. J'ai l'impression que c'est gravé dans le subconscient même et que ça se transmet de façon héréditaire. Vous avez raison, vous avez raison. Ben, écoutez, ça, ce sont ces phénomènes qui m'intéressent beaucoup, qui sont les phénomènes si vous voulez, souterrains, qui semblent bon, être insignifiants, mais qui en réalité sont fondamentaux parce que quand ils sont répétés à des millions d'exemplaires,
ça finit par donner un système, un pattern, comme on dit en sociologie, de comportement. Et c'est la vérité, bon, chaque peuple a son aventure. Regardez par exemple les Allemands. Ce qui s'est passé pour eux dans les années 20. Dans les années 20, ils ont eu cette terrible hyperinflation où il fallait avoir une brouette de billets de milliards de marques pour pouvoir aller acheter un kilo de pommes de terre. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont totalement réfractaires à l'idée d'inflation, même une inflation très petite. Donc ça veut dire que les choses s'impriment dans la tête des gens, sont retransmises, on ne sait trop comment, de l'un à l'autre, parce que finalement je ne pense pas que dans les familles allemandes, le papa explique en long et en large ce qui s'est passé pour son grand-père. Depuis 1920. Et pourtant c'est parfaitement intégré dans le subconscient, et jusqu'à aujourd'hui, ça joue un rôle. Donc je pense que pour le Bénin, c'est la même chose. Ce qui s'est passé, même il y a 2 siècles, mais qui a été extrêmement traumatisant. Donc les cousins qui, ou plus proches même, qui vendaient leurs parents, l'amenaient sur les bateaux, ils s'enivraient, et puis lui repartait avec 4 sous, et le parent, lui, il était au fond de la cale avec des chaînes. Bon, ça les souvenirs, si vous voulez. Hein. Donc c'est une explication au fait qu'il n'y a pas de confiance. Alors le livre nous propose d'observer sous toutes ses facettes l'employé. Mais est-ce que vous vous êtes attardé à regarder l'employeur lui-même par rapport à son entreprise? Et quand je parle d'employeur, je parle à la fois de l'État, mais aussi de l'entrepreneur privé. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a une partie de l'ouvrage qui a été écrite par M. Phanibault, qui est un spécialiste de l'analyse socio-économique. Et alors, effectivement, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut d'abord commencer par observer les interactions au sein de l'entreprise, voir comment ça se passe, avant de penser à instaurer des procédures et des contrôles. Donc effectivement, il y a une grosse partie de ce qui est nécessaire qui consiste à essayer de voir quels sont les véritables rouages de l'entreprise, quels sont les véritables défis, qu'est-ce qui se passe derrière un organigramme qui n'a l'air de rien, si vous voulez, mais qui cache différentes choses. Est-ce que l'employeur lui-même, il a la même attitude par rapport à l'entreprise? L'employeur, bon, encore une fois, on parle de choses qui sont extrêmement différentes. Vous avez l'employeur d'une multinationale qui est parachuté tout d'un coup dans la structure, et puis qui est peut-être quelqu'un du Burkina ou du Sénégal ou de Côte d'Ivoire, et puis qui, pendant 3-4 ans, va devoir s'occuper de béninois. Oui. Donc c'est une chose. Et puis vous avez la structure familiale où c'est quelqu'un qui a créé l'entreprise et puis qui naturellement va la confier à ses enfants, etc. Donc tout ceci est assez différent. Mais effectivement, vous avez tous les styles. Vous avez le style du patron donc détaché qui va être peu trop confiant, qui va laisser les choses se développer. Vous avez le style plus aguerri, qui a déjà vécu d'autres expériences et qui est au courant de ce qui va se passer et qui donc sera plus regardant. Plus regardant, oui, et va mettre en place des contrôles, des procédures, etc., si vous voulez. Alors, lors du lancement de cet ouvrage à Cotonou, des participants qui ont pris la parole à l'occasion ont mis l'accent sur la promotion des mauvais modèles, ce qui explique un peu l'attitude des employeurs quand ils se retrouvent en milieu d'entreprise, que cela soit chez l'État ou chez le privé. Est-ce que véritablement la question de motivation détermine le comportement aujourd'hui de l'employé? Bon, vous parlez de modèle, effectivement, c'est intéressant. J'avais parlé de ça justement lors du lancement. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'à l'indépendance, lorsque les postes ont commencé à être occupés par des Béninois qui avaient été formés, qui étaient éduqués, etc., les gens n'étaient pas très intéressés par la douane. Ça ne paraissait pas comme quelque chose de prometteur, etc. Et puis après, on s'est rendu compte que la douane avait les avantages que vous imaginez. Et tout d'un coup, c'est devenu un modèle. Donc à partir de là, si vous voulez, oui, c'est vrai. Si, je l'avais dit d'ailleurs cette réunion, si à l'origine, la première fois que quelqu'un avait dépassé légèrement la ligne jaune, on lui avait tapé sur les doigts,
ça aurait été bien. Et puis finalement, il ne s'est rien passé, on a laissé les choses aller, et petit à petit, c'est devenu un modèle. Donc c'est vrai, effectivement, que vous n'avez pas, malheureusement, des modèles d'excellence qui puissent impressionner les gens. Vous avez au contraire des modèles de quelqu'un modeste qui a juste une licence, qui a la chance d'avoir passé le bon concours, et puis qui, quelques années après, se retrouve avec deuxième bureau, troisième bureau, des enfants en Europe ou au Canada, et puis ce genre de train de vie, si vous voulez. Donc effectivement, à partir de là, vous avez un modèle un peu dévoyé. J'ai l'impression que le seul élément de motivation, c'est l'argent. Si tout le monde veut être douanier. Bon, il y a d'autres facteurs. C'est assez compliqué parce que j'ai essayé de voir quel pouvait être le mental au fond du Béninois, et je répète encore une fois, par rapport à ce qui a été vécu pendant des siècles. Et j'en suis arrivé à une conclusion. J'ai réfléchi à ça, j'ai réfléchi depuis quelques jours en réalité. Je suis arrivé il y a 48 heures à une sorte de conclusion. Un des problèmes, c'est qu'effectivement, un de mes collaborateurs m'a dit, l'employé, le futur employé, il vient dans l'entreprise avec son intérêt. Et son intérêt va primer à 100%. Même pire que ça, la personne, M. Agoï, qui a fait la recension de l'ouvrage, citait le fait que les gens arrivent dans l'entreprise et aussitôt ils observent là où ils peuvent ce qu'ils peuvent emporter. Emporter, exactement, si vous voulez. Alors ça, j'en suis arrivé à une conclusion, c'est que nous sommes dans le comportement d'un chasseur-cueilleur. Le chasseur-cueilleur, c'est-à-dire quelqu'un qui est comme ça dans la brousse, dans la forêt, il voit un gibier qui passe à proximité, il attaque aussitôt, même s'il a mangé la veille, parce qu'il se dit que peut-être dans 2 jours, je ne mangerai pas. Et puis ensuite, il voit des fruits ou des baies, il les ramasse parce que, etc. Donc c'est un peu ce comportement-là. Malheureusement, j'ai l'impression que nos compatriotes en sont encore un petit peu à ce stade où ils pensent à leur survie. Et à partir de là, donc, ça rejoint un problème de la défiance. C'est-à-dire que la défiance, c'est pas seulement le fait de ne pas avoir confiance à quelqu'un, c'est que cette personne-là, peut-être, va arriver en se disant tiens, je sais que cette personne-là, d'ici 1 an, les calculs sont là, on va gagner 1000. Mais si je prends ça tout de suite, j'ai 50. Et malheureusement, la probabilité qu'ils prennent les 50 et puis qu'ils s'enfuient est plus grosse que la probabilité qu'ils patientent pendant 1 an pour avoir le 1000 qui est toujours hypothétique. Vous voyez, donc c'est un peu ce problème-là. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut changer. On n'est pas devant un Japonais qui quitte donc sa petite famille ou même qui est jeune célibataire, qui rentre chez Toyota et puis qui devient Toyota et qui fait de Toyota sa fierté, sa vie, etc. Si vous voulez, c'est pas le cas. Même à Fludor, qui pourtant était une entreprise qui était valable, qui produit quelque chose d'utile pour le pays, c'est-à-dire de l'huile. Je ne pense pas que les gens soient vraiment... ils sont fiers de travailler à Fludor, mais enfin, je ne pense pas qu'ils en aient fait leur chose en se disant « oui, il faut que j'aide absolument à ce que Fludor se développe et réussisse ». Vous voyez, ils sont là, ils sont contents d'être là, mais ça ne va pas vraiment plus loin. Est-ce que tous les facteurs qui expliquent le comportement de l'employé sont essentiellement historiques? Je veux dire, est-ce que quelque part la routine ne peut pas expliquer un peu aussi que les gens psychologiquement se fatiguent et n'aient pas la même motivation que le premier jour, ou aient d'autres intérêts, par exemple, qui sont propres à eux plutôt que de s'intéresser à l'entreprise? Bon, oui, je conçois, je conçois. Même, je reprends l'exemple de Fludor que j'ai quitté il y a 2 ans, mais en fait, j'ai quand même été pendant 25 ans le PDG de Fludor. C'est vrai que dans la mesure où l'entreprise n'a pas une croissance fulgurante, vous pouvez vous dire que vous êtes à un poste et avant que la personne devant vous ne parte et que vous ayez une chance de lui succéder, il peut se dérouler 10 ans, 15 ans, et alors effectivement à ce moment-là, il peut se faire qu'il y a une certaine
routine, une fatigue qui s'exerce du fait qu'on est là et que rien ne va vraiment se passer pendant un certain temps, si vous voulez. Oui, c'est exact. J'ai entendu à l'occasion du lancement de cet ouvrage, une autorité et pas de moins dire, aujourd'hui on n'a plus vraiment de moyens pour motiver une personne. Il faut vraiment inventer la question de la décoration, la question d'augmentation de salaire, la question des primes et autres intérêts, ne les motive vraiment plus à s'intéresser à l'emploi de l'État comme étant une chose essentielle qu'il faut faire avec beaucoup de soin et beaucoup d'engagement. C'est quand même curieux, hein, le mal il est profond. Bon, c'est, j'allais dire, une autre culture, une autre civilisation, si vous voulez. Vous seriez chez les Japonais, déjà, je ne parle pas beaucoup de ce modèle parce qu'ils ont réussi, quoi, ça c'est clair. Hein. Vous entrez dans l'administration, déjà vous avez une fierté de servir l'État, point final. Donc vous pouvez même être à un petit niveau, vous avez cette fierté de servir l'État. C'est vrai qu'avec le président Talon, l'État béninois est un peu différent de ce qu'il était auparavant, mais on n'est pas encore arrivé, avec seulement quelques années, c'est pas beaucoup, hein, la période pendant laquelle il est là. C'est difficile actuellement de pouvoir dire oui, l'État c'est quelque chose de super et je suis tellement content d'être une parcelle de cette chose-là et d'être fier. Ah oui, mes enfants, quand ils disent à leurs copains papa travaille au ministère de ceci, cela, ils ont une fierté. C'est pas encore ça, mais enfin c'est bien de le souligner, c'est quelque chose qu'il faut effectivement essayer de développer. La fierté, la fierté d'être béninois pour commencer, et puis ensuite la fierté par exemple de travailler pour une entreprise qui réussit, une grande entreprise, ou bien travailler pour l'État qui est là pour faire avancer le pays en général. On va arriver certainement à cette étape où la solution préconisée, en tout cas par ceux qui ont travaillé sur cette enquête, c'est la question de l'éducation et surtout de la sensibilisation. J'ai vu qu'à l'occasion du lancement, vous avez distribué le livre à des responsables de structure. Est-ce que ce n'est pas plutôt aux employés qu'il faut l'adresser afin qu'ils se mirent, comme qui dirait, dans un miroir, qu'ils se retrouvent, qu'ils se fassent une idée d'eux-mêmes? Bon, d'abord ça coûterait très cher de diffuser ça à tellement d'exemplaires. Ensuite, je pense pas qu'il y a un filtre, si vous voulez. On appelle ça la dissonance cognitive. C'est-à-dire que vous partez déjà de votre vécu et de vos idées, et lorsque vous avez des idées qui sont contraires aux vôtres, vous les rejetez d'entrée de jeu. Donc, pour imaginer que les gens lisent l'ouvrage et puis se disent « oui, c'est vrai, c'est pas comme ça que je devrais être », les chances sont extrêmement limitées. Extrêmement limitées, oui. L'une des solutions pour motiver les employés à travailler vraiment, c'est la création d'un cadre qui facilite le renvoi à une autorité. C'est comme l'épée de Damoclès qui doit planer sur la tête de l'employé, parce que actuellement c'est compliqué, en tout cas dans l'administration publique, de renvoyer un cadre incompétent, un employé incompétent. Est-ce que ça va vraiment motiver? Vous pensez vraiment que l'épée du renvoi peut être une solution? Bon, j'ai entendu ça. En soi, c'est un peu séduisant, si vous voulez. Vous avez de grandes entreprises comme par exemple Google ou Facebook. Leur idée, c'est qu'ils renvoient 5% des gens chaque année. Ah oui, c'est systématique. Donc il faut une évaluation, et si vous n'êtes pas dans les bons, si vous êtes vraiment une performance, vous partez. Donc effectivement, déjà, ça peut être quelque chose qui pousse aux fesses les gens à travailler. Pour ça, c'est compliqué parce que, oui, le ministre a raison, mais il faudrait qu'il y ait vraiment déjà des objectifs bien précis, qu'il y ait une ligne directrice et qu'on dise aux gens, bon, vous dans ce département, à la fin de l'année, il faut qu'on soit arrivé à réussir telle chose.
dans ce cas-là, effectivement, ça a un sens de dire, bon bien, ceux qui ont dormi, ceux qui n'ont rien fait pendant ce temps-là, et puis il y a tellement de gens qui attendent à la porte, là, et qui sont motivés, et qui rêveraient de ce poste-là, pourquoi pas. Mais c'est compliqué, parce qu'il faut effectivement d'abord pouvoir avoir défini cet objectif précisément, et pouvoir l'articuler et le proposer chacune des étapes, à chacune des étapes et à chacun des collaborateurs. Hein. Donc ils appellent ça le Key Result Area, donc c'est des activités clés que vous devez réaliser. Et puis effectivement, si vous ne les réalisez pas, normalement, on devrait pouvoir vous dire, monsieur, madame, c'est la porte. Mais il faut mettre en place quelque chose comme ça, c'est un peu difficile. Vous avez des choses qui vont beaucoup plus loin, hein. Par exemple, les Suédois. Eux, ils ont quasiment fait disparaître les ministères. Ils ont remplacé par des agences. Et chaque agence a son objectif et un budget, qui est un budget global. Donc si par exemple l'agence, le patron de l'agence dit « Pour mon objectif, j'ai besoin de 4 ordinateurs de plus plutôt que d'une personne de plus », donc il va réduire d'une personne, il va acheter 4 ordinateurs. Ou l'inverse. Non, non, j'ai assez d'ordinateurs, mais j'ai besoin de quelqu'un de plus, etc. Dans ce cas-là, il y a une grande liberté. Mais pour ça, il faut vraiment être complètement sur l'objectif de réussite. Ce qui n'est pas évident, parce que nous avons une culture. Si finalement j'embauche mon neveu, ma femme va me laisser tranquille. Hein. Donc peut-être qu'à la limite, vous allez préférer cet objectif familial plutôt que la réussite de l'ensemble. Si après ça, on vous met à la porte, ça peut-être ce serait une incitation. Mais il faut arriver à ce niveau, si vous voulez, de contrôle, de gestion, de réussite des gens, de planification, etc. C'est beaucoup de travail. Alors, l'une des solutions préconisées, c'est l'école, l'éducation. L'éducation à Bordeaux, hein, on a l'impression que c'est la formule magique. Monsieur Ribot, est-ce que véritablement, quand on voit l'état de l'école, surtout qu'on s'en plaint chaque année et après chaque décennie, de son état qui se dégrade progressivement, ceux qui sont allés à l'école en 1960 ont découvert ceux qui sont allés en 70 et ils s'en sont plaints. Ceux qui sont allés en 70 découvrent ceux qui sont allés en 90 et mettent les deux mains sur la tête pour se plaindre, etc. Est-ce que dans ce contexte, l'école peut être vraiment une solution? Il n'y a pas d'autre. Hein. Déjà, il n'y a pas d'autre. C'est clair qu'il faut mettre absolument l'accent sur l'école et sur le long terme. Moi, ce que je préconise avec le professeur Mouzouvi, donc puisqu'on a discuté de la chose et puis on s'est bien entendu, il est tout à fait d'accord avec ce que j'ai. Même lui est allé plus loin puisqu'il a parlé, je n'ai pas osé faire ça, mais enfin, il a eu raison. Les clubs patriotiques, enfin, le patriotisme en exergue, je pense qu'il a raison. Et ça, c'est moi mon objectif 2060. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que ce sera en 4 jours. Mais il faut mettre totalement l'accent sur l'éducation, mettre les moyens. Et bon, je l'ai cité plusieurs fois, j'avais vu une vidéo d'un vieux monsieur qui, déjà la vidéo est vieille, hein, de nombreuses années, qui lui-même était enseigné dans les années 1910-1914 et qui disait, mais tous les jours, c'est ou bien éducation civique ou éducation morale. Et donc ils avaient pratiquement 1 heure tous les jours, je pense, de cela. Et le résultat, c'est clair qu'ils ont formé des patriotes, c'est évident. Donc si on veut former des gens qui ont une motivation et autres, il faut commencer par ça. Alors, je sais que vous êtes engagé comme ça dans l'étude, l'examen, l'observation un peu du contexte sociologique, du contexte social, du travail, etc. Ça va continuer? On aura encore droit à d'autres enquêtes? Non, ce n'est plus des enquêtes, maintenant ça va être des préconisations. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin. Moi, ce que je ne souhaite pas, c'est que cet ouvrage se retrouve sur une étagère pleine de poussière. Si vous voyez ce qui arrive, la plupart des rapports qui sont édités, la personne est très contente parce qu'elle a touché quelques millions pour faire son rapport. Après, le rapport, il est mis sur l'étagère, il ne bouge plus. Nous, on a quand même dépensé peu d'argent, mais enfin, surtout, on a mis beaucoup de nous-mêmes. Et moi, ce que je souhaite, donc on va commencer à créer un groupe de travail sur la motivation. Et puis, on va essayer d'intéresser les autorités, parce que finalement, ça passe par elles,
à différentes solutions. Je sais que c'est pas un moment idéal, si vous voulez, en étant en fin d'un mandat, en plus la fin d'un dernier mandat. Comme vous savez, à l'actualité, il y a d'innombrables questions, problèmes, tous les jours il y a quelque chose de nouveau. Normalement, ce n'est pas maintenant que les autorités vont se saisir de quelque chose qui ne doit rien à rapporter, mais qui va rapporter à une génération qui sera florissante en 2060. D'un autre côté, si on ne commence pas aujourd'hui, quand va-t-on commencer? Donc on va effectivement créer ce groupe de travail qui va se réunir la semaine prochaine d'ailleurs, et on va essayer de faire un plaidoyer sur différentes choses. Alors on a parlé de l'école, il y a aussi un autre élément qui est important, c'est tout ce qui est audiovisuel, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai parlé de deux choses. Un, c'est les fameuses novelas qui rentrent dans le cerveau de nos femmes là, et qui les transforment, donc elles regardent ces situations hors sol, mais elles s'imaginent dedans et puis du coup elles ont des comportements qui peuvent être insensés, mais qui sont des comportements. Et vous avez en France cette série qui a duré des années et des années, qui s'appelle Plus belle la vie, et qui a complètement changé le mental des Français en général. Si vous regardez par exemple, quand la série a commencé il y a des dizaines d'années, les gens étaient normaux, ils pensaient qu'une famille c'est un homme, une femme et des enfants, ils pensaient que l'avortement c'était pas bien, etc. L'homosexualité, ils n'en parlaient même pas. Aujourd'hui, tout d'un coup, ce qui est l'idéal, c'est la famille décomposée, pas d'enfants, des chiens plutôt à la place des enfants, l'avortement si possible, et puis l'homosexualité partout, même les transgenres qui représentent 0,30% de la population, tout d'un coup c'est devenu la tarte à la crème, etc. Donc ça veut dire que ce genre d'émission, ce genre de série, ça peut avoir un impact fondamental. Alors, en ce qui nous concerne, malheureusement, nous sommes imbibés par des séries, des vidéos et autres qui viennent de l'étranger. Vous avez un certain nombre de Béninois de l'extérieur qui s'en sont imprégnés et qui, à la limite, en deviennent les vecteurs. Et donc, nous, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on devient Donc, il faut qu'on puisse préserver nos traditions, notre mode de vie, et même le proclamer. Si vous voulez, récemment, vous avez cette affaire-là, ce texte ridicule qui a été sorti par le Vatican sur les LGBT. Tout à fait. Et vous avez une réponse qui a été vraiment claire de la part des plus hautes autorités catholiques africaines, entre le cardinal Sarah qui a dit que c'était un texte hérétique, il n'a pas rigolé avec ça, et l'archevêque de Kinshasa, qui franchement s'est moqué de la chose et puis est allé au Vatican et leur a dit allez vous changer ça et puis vous faites un autre texte. Donc ça veut dire qu'il y a quand même chez nous des gens qui n'ont pas peur. Malheureusement il y a une majorité de gens qui se couchent par terre et puis qui pensent que tout ce qui vient de là-haut il faut le gober, c'est intéressant, etc. Donc par rapport à ça c'est indispensable d'avoir un véritable barrage si vous voulez. Monsieur Roland Ribou, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un mot pour finir cet entretien. Non, je pense que j'ai tout dit. J'étais content d'avoir pu parler justement de l'éducation qui est un aspect, et l'autre aspect qui est cet aspect donc des médias, de l'audiovisuel, etc. Si vous voulez, qui peut être mortel pour notre culture et notre civilisation. Monsieur Ribou, merci beaucoup. Je rappelle que nous avions discuté de cet ouvrage qui est le résultat d'une enquête réalisée sous la direction donc, du professeur Dodi Amouzovi sur la motivation et l'engagement du personnel dans l'administration publique et les entreprises privées au Bénin. C'est une recommandation, une commande du Conseil des investisseurs privés au Bénin. Encore une fois, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Vous passez un excellent week-end et on va se retrouver certainement samedi prochain à partir de 11h. D'ici là, vous portez très bien, vous prenez soin de vous.